Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bilan 2022 du podcast Écolo au boulot, où vous allez entendre ou réentendre les conseils donnés par les invités du podcast cette année. C'est un format que j'avais déjà proposé l'année dernière et qui vous avait plu, donc je réitère. C'est l'occasion pour moi aussi de réécouter les 18 épisodes de l'année et donc de remercier les invités qui sont venus partager leur expérience et expertise sur le podcast. Donc si vous avez l'habitude d'écouter le podcast, vous savez que je pose toujours la même question en fin d'épisode. Quel est le conseil écolo au boulot que vous souhaitez partager aux auditeurs et auditrices de ce podcast ? Vous allez donc entendre aujourd'hui, à la suite, les conseils qui ont été donnés, les réponses à cette question. Je viendrai entre les séquences remettre un peu de contexte et présenter les voix que vous allez entendre. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez exactement comme conseil, mais je suis toujours assez surprise de voir à quel point certains conseils se ressemblent, se regroupent et se complètent. C'est particulièrement vrai sur cette fournée 2022, alors ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti. Pour les deux premiers conseils, on est dans le thème de la formation. C'est vrai que pendant mes interviews, ou même quand je m'informe sur les bonnes pratiques pour lancer des démarches, la formation, c'est quelque chose qui revient irrémédiablement. Sans savoir, c'est difficile d'agir. Et c'est Clément qui témoignait dans l'épisode numéro 45 et nous parlait du fait de se former. Se former, s'informer. Ouais. Pour prendre conscience de tout ça, faut s'intéresser au sujet. Donc peut-être que on pourra peut-être mettre des liens à la fin du podcast avec Ouais. des ressources. Suivant le temps que chacun a, je peux proposer, il y a des vidéos bien faites autour de 5 minutes. Après, il y a des MOOC, des formations en ligne gratuites. Il y a celle de l'INR. Ils ont fait 2 formats, un format d'une demi-heure pour se sensibiliser et un format de 4h30 beaucoup plus complète. Donc voilà, ça c'est des ressources gratuites, il faut juste prendre un peu de temps pour se former. Et en effet, vous retrouverez les ressources citées par Clément dans la description de l'épisode ou sur le site internet d'Écolo au boulot. C'était des ressources sur le numérique responsable. Avant la formation, il y a aussi la sensibilisation. Dans l'épisode 44, on parlait d'égalité femmes-hommes au travail, de sexisme et de violences sexuelles dans le cadre du travail. C'est un sujet que les employeurs peuvent avoir du mal à aborder. Et pourtant, pour Léa et Elisabeth, se sensibiliser, c'est le premier pas à faire. Le conseil que je pourrais formuler, c'est surtout à destination d'abord des employeurs, de leur dire de ne pas avoir peur de se lancer dans la prévention sur ces sujets-là et de vraiment s'y investir parce que en fait, ça touche toutes les entreprises et ça veut pas dire que ce sont des mauvais employeurs ou que ça va pas du tout. Et très souvent, ils ont peur des retombées en termes d'image, de ce que pourrait susciter une action de prévention ou alors la mise en place d'un dispositif. Et quand bien même on met en place des dispositifs, très souvent les personnes ont peur des appels d'air, ils appellent ça des appels d'air, et de se retrouver envahies. En fait, les situations de violence sexiste et sexuelle, c'est quand on ne fait rien qu'elles perdurent. Et agir, c'est y mettre un terme. Et pour agir dessus, il faut forcément y mettre les moyens. Et les moyens, ils passent par la prévention, par la formation, mais aussi par le traitement. Parce que c'est pas juste faire de l'action, de formation ou d'information ou de sensibilisation, ce qui est déjà extrêmement bien pour tous les employeurs qui mettent en place ça. Mais derrière, c'est pas parce que vous formez, sensibilisez que les personnes vont arrêter de mal agir, hein, pour celles qui agissent, qui ont des pratiques à risque, j'ai envie de dire. Mais la seule façon de les faire cesser, c'est d'agir. Et à un moment donné, il faut agir, traiter les sujets et sanctionner lorsqu'il le faut. Et ça, c'est vraiment le conseil à destination des employeurs pour les personnes qui vivent des situations délicates au travail, de violence ou qui se sentent pas bien. Le conseil que je formulerai, et je pense qu'Elisabeth me rejoint, c'est de ne pas avoir peur de parler,
en interne ou en externe, mais de ne pas rester seul ou de ne pas rester seul. De parler, et s'il y a personne en interne, adressez-vous à des associations à l'externe. Il ne faut, vraiment pas avoir peur de briser le silence, parce qu'il y a que ça qui fera cesser, les agissements que vous vivez. Ok, ouais, donc ne pas avoir peur, oser parler, c'est vraiment la clé. Et moi, pour compléter ce que tu dis, Léa, et je suis assez, enfin, très alignée avec tout ce que tu viens de partager comme conseil. Et moi aussi, je compléterai avec un conseil pour les employeurs. Alors, en gros, nos commanditaires qui sont parfois très stressés à l'idée de réaliser des actions. Donc, dans les petites structures, ça va être les dirigeants, les dirigeantes, ou alors dans les plus grosses, ça va être les responsables RH ou diversité, parfois en collaboration avec les responsables communication. Mais en gros, le conseil, ou en tout cas, oui, le conseil que je voulais leur donner, c'était de ne pas avoir peur de se tromper. Souvent, il y a un peu cette idée, ah, je marche sur des œufs quand je vais commencer à sensibiliser sur le sexisme, c'est un sujet sensible, je vais dire des choses, je vais me tromper, etc. Et donc moi, j'aimerais envie de dire, mais allez-y et faites-vous accompagner. Et oui, on peut se tromper, on peut employer un mot pour un autre, on peut avoir fait des choses par le passé qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait dû faire. Et aujourd'hui, on en a conscience. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important qui est la capacité à dire, bah oui, en fait, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire ma petite, ma grande à des stagiaires. Et en fait, maintenant, j'ai pris conscience que, et le monde change. Et aujourd'hui, on sensibilise, on doit agir, etc. Et voilà, je dis pas, l'idée c'est pas de faire son mea culpa tous les jours, mais de pouvoir dire ça, de pouvoir dire bah oui. Et d'ailleurs, j'ai vraiment des clients qui sont souvent qui sont en formation avec nous et qui nous disent bah oui, par le passé on a fait des erreurs, oui, il y a des enquêtes qui il y a des situations qui ont mal été traitées, et aujourd'hui, voilà, on fait différemment, on forme différemment, le monde a changé, les lois ont changé, la prise de conscience est différente, et voilà, et on agit. Et donc, et puis voilà, ce sont des sujets sensibles. On ne demande pas à tous les dirigeantes d'être des experts du sujet. Donc, n'hésitez pas à faire appel justement à des experts qui sont capables de vous dire, bah voilà, quand vous communiquez, il y a telle chose à ne pas dire, ou il y a plutôt telle chose à dire. Voilà les mots que vous pouvez utiliser. Enfin, il y a des gens. En fait, c'est intéressant. J'ai presque envie juste de dire, parce que c'est important de le dire, que c'est une expertise. Voilà, le sujet du sexisme, lutter contre le sexisme, c'est une expertise. Au même titre que lutter contre le harcèlement moral, au même titre que lutter contre toutes les violences. Voilà, c'est vraiment, faites appel à des gens qui maîtrisent, à des gens qui peuvent vous accompagner, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous en ferez comme sur tous les autres sujets, et c'est ok parfois de dire qu'on s'est trompé, quoi. Voilà. Et oui, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, comme dirait l'abbé Pierre. Bref, une fois qu'on est formé, il ne nous reste plus qu'à agir, exactement. Et deux de nos invités ont donné des conseils propres à l'action. Pour commencer, Yves-Marie, dans l'épisode 36 sur la compensation carbone, nous disait que chacun et chacune peut agir à son échelle en plantant ou en entretenant des arbres et des forêts. Chaque maillon de la chaîne est important face à l'urgence climatique, et il ne faut pas attendre que les choses se fassent, que les décisions soient prises au niveau des directions des uns et des autres. Ça peut venir par le haut, ça peut venir par le bas. En fait, c'est un petit peu un travail de tous les jours, et le fait d'en parler, de sensibiliser, de revenir, de mettre le sujet sur le tapis, et d'essayer de faire venir des personnes en externe aussi pour travailler sur ces sujets-là. Je pense à tout ce qui peut se faire sur les notions d'éco-conduite, fresques sur le climat, etc. En fait, c'est un travail un petit peu de militant au jour le jour, et j'ai pas de conseils spécifiques. Moi, je le fais plutôt au niveau un peu des formations et des groupes dans lesquels je suis impliqué, puisque je travaille pas mal sur le sujet carbone pour l'ONF sur la région ici, puis même au niveau national. Donc en fait, c'est des messages que je fais passer en essayant de faire bouger les choses au niveau un petit peu global. Le conseil pourrait être de ne pas baisser les bras. Ce qui est un conseil important, hein, malgré tout. Après, le rôle des écosystèmes, il joue aussi. Donc l'empreinte, je pense que c'est fondamental. L'empreinte carbone, c'est-à-dire c'est baisser nos émissions. Après, les arbres ont des rôles à jouer, et en fait, des arbres, on peut en mettre partout, quoi. Faut se rendre compte que c'est quand même un outil extrêmement peu coûteux et extrêmement efficace en termes de séquestration de carbone. Et en fait, dans son jardin, on peut planter des arbres, on peut faire aussi des fauches tardives, favoriser la biodiversité, les insectes, etc. On peut mettre des arbres dans les haies, on peut mettre des arbres en intraparcellaire, dans des cultures, dans les vignes. Quand je vois
Moi, j'habite dans le Beaujolais, donc j'ai des domaines viticoles où il y a très très peu d'arbres. Et en fait, il y a des tas de choses à faire. On pourrait en mettre partout. Ça fait des trames vertes. Donc, c'est de se dire qu'on a là un outil à disposition. Même en ville, hein, on travaille avec les collectivités sur le fait de remettre de l'arbre en ville, d'aller casser un peu de bitume dans les écoles ou ailleurs pour remettre de la végétation. Et en fait, c'est pas forcément des contraintes. On voit souvent le côté contrainte de l'arbre, mais l'arbre, il peut aussi. Il y a des arbres qui sont petits, il y a des arbres qui sont grands, il y a des arbres qui peuvent se tailler. On peut faire des trognes dans les milieux paysans. Donc en fait, on a des choses qui peuvent aller capter du CO2, favoriser la biodiversité dont on a à disposition. Pour continuer à nous pousser à l'action, on va écouter Roland au sujet du photovoltaïque en toiture, mais dont les conseils peuvent s'appliquer à d'autres thèmes écolos au boulot. Oui, le conseil tout simplement que j'ai à donner, c'est en fait, il n'y a juste pas de question à se poser, il faut le faire. À partir du moment où on se pose la question de le faire, c'est qu'on a envie de le faire quelque part. Si on se pose la question juste pour quel est l'intérêt économique que je vais pouvoir retirer de ça, c'est qu'on n'est pas dans la bonne démarche. Exactement, c'est les mots que je cherchais. Par contre, si on se pose la question de le faire parce qu'on se dit tiens, je vais être utile à la société en faisant ça. Alors moi, j'ai créé la chocolaterie pour être utile à la société parce que j'en avais marre que les gens mangent un truc industriel, gras et sucré. C'est pour ça que j'ai créé ma chocolaterie au démarrage. Donc forcément, quand je me pose la question de mettre de l'énergie, enfin de comment je peux produire ma propre énergie, je la fais pas avec des arrière-pensées financières, je la fais avec des arrière-pensées sociétales. Donc à partir du moment où on se pose la question de comment je peux contribuer à améliorer la société, et que ça passe par les énergies renouvelables, faut juste pas se poser la question, faut foncer à fond dans le projet. Alors il faut que toute opération qu'on mène soit équilibrée. Donc voilà, le projet, il doit se financer sur une certaine durée, il doit s'autofinancer du coup. Mon conseil, c'est si vous pouvez produire de l'énergie, faites-le. Faites-le parce que on a la chance aujourd'hui de pouvoir produire notre énergie et de pas juste être dépendant de certains gros systèmes qui se mettent en place et qui sont gérés au niveau nationaux, européen ou j'en sais rien quoi. Donc produire de l'énergie locale, et c'est une vraie fierté que de pouvoir dire mon énergie, elle vient de mon quartier. Elle vient de, oui, on a une zone artisanale, une zone industrielle, et on produit notre propre énergie pour la zone. Donc voilà, moi le seul conseil que j'ai à donner, c'est arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des questions, jetez-vous dans le bain, et si on est entrepreneur, on est entrepreneur jusqu'au bout, et du coup, tout ce qu'on peut faire pour la société, il faut le faire. Je vous avais dit qu'il y avait du gros conseil dans ce podcast. On continue donc dans la catégorie carrière. Je demande l'épisode numéro 33 avec Candice. C'est notre slasheuse multicasquette. Si vous vous souvenez, Candice, elle est salariée, entrepreneur et impliquée dans des associations. Et je lui demandais comment choisir entre toutes ces voies possibles. Et je pense que cette question, elle est importante parce que je me la suis posée à un moment donné. J'ai pas réussi à faire de choix, c'est pour Du ça coup, que t'as fait pour les deux. l'instant, voilà. Je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question et je croise beaucoup de profils qui sont aussi dans ces réflexions-là. J'ai juste une chose à dire, c'est que si le sujet de la transition de manière globale est important pour vous, il faut faire un peu des deux, mais sans parler forcément de monter son entreprise. C'est qu'en complément de votre activité salariale, par exemple, vous pouvez avoir une activité simplement extra-professionnelle. C'est d'autant plus important parce qu'en fait, quand on travaille pour des organisations, parfois la façon dont les entreprises ou les organisations sont structurées, le niveau d'impact peut être beaucoup plus long. Le retour sur impact peut être beaucoup plus long parce qu'il y a la structure hiérarchique, enfin organisationnelle. On est plusieurs personnalités qui formons une entreprise et ça peut être beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec des activités extra-professionnelles ou des activités secondaires, c'est un moyen d'avoir un impact peut-être beaucoup plus rapide et surtout d'être entouré des gens qui ont un niveau d'engagement qui est similaire au nôtre ou beaucoup plus important. Et ça nous rebooste en énergie, ça nous rebooste en inspiration et c'est ce qui va nous permettre aussi d'être plus écolo au boulot sur sa partie salariés. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre avoir un travail salarié et monter son entreprise ou bien, enfin en tout cas son entreprise ou une organisation, une activité quelconque, ou avoir une activité extra-professionnelle. Voilà. Et puis si pour vous,
c'est trop lent dans votre structure, il reste une dernière solution, c'est tout simplement de changer de travail, ce qui est moins évident pour pouvoir essayer de toucher une plénitude profonde par rapport à qui vous êtes, où vous voulez aller et à ce à quoi vous voulez contribuer. Voilà. Ouais, merci. C'est vrai que c'était une question que j'avais pas posée, mais qui se pose souvent entre est-ce que je reste ou est-ce que je pars. La première réponse, c'est pas forcément que c'est noir ou blanc. C'est pas rester ou partir. On peut rester et faire autre chose. On peut aussi changer et faire autre chose, ou on peut juste faire autre chose. Mais c'est vrai que finalement, avoir plusieurs activités, ça permet aussi de tester et de voir ce qui nous plaît le plus. C'est exactement ça. Et dans mon cas en particulier, aujourd'hui, je suis assez claire, c'est ce que je disais ce que je partageais avec toi dans cette interview, c'est que pour moi, l'important, c'est de partager partout auprès de tout le monde. Donc finalement, c'est aussi pour ça que j'ai pas choisi et je suis pas encore prête à lâcher le salariat. Pas du tout, parce que c'est aussi un moyen de participer à rendre les entreprises plus écolo au boulot et les salariés qui y sont également. Voilà de quoi vous donner un peu plus matière à réflexion. Mais c'est pas fini. À partir de maintenant, les conseils que vous allez entendre ont autre chose en commun. Ils mettent l'accent sur l'humain, sur l'écoute de soi, l'échange, le partage avec les autres pour mener les projets à bien. Ne pas rester seul dans son coin et parler de ses idées, de ses projets, c'est assurément le conseil le plus simple, mais qui revient toujours dans ce podcast. En tout cas, c'était quand même le conseil qui a été donné à la fin de 5 épisodes différents cette année. On va commencer avec les conseils rapides et simples de Fabienne Ravassar et Gaëlle Roudot. C'était les dernières interviewées de 2022 dans le podcast. Elles sont l'autrice du livre « Impliquer vraiment les salariés » et elles nous parlent des salariés et de l'humanité nécessaire au travail. C'était l'épisode 47. Moi, j'aurais envie spontanément de dire une chose, être écolo au boulot, c'est être humain au boulot. Et ça commence par ça. Et après, on a des chances d'être écolo au boulot. Mais en commençant par l'humain, vraiment. C'est le gros message de notre livre et c'est ce à quoi on croit profondément. Ouais, l'écologie, c'est la vie, donc forcément. Voilà. Exactement. Et pour aller dans le même sens, que ce soit en matière de RSE ou sur bien d'autres sujets, souvent on a le sentiment que les salariés sont considérés comme le problème, alors que pour nous, et en particulier en matière justement d'écologie au boulot, les salariés font partie de la solution dans ce monde qui est encore une fois aux prises avec des grands défis et une complexité qui va pas s'arrêter. On est persuadé que s'entraider, c'est le plus petit risque à prendre, mais c'est surtout la plus évidente des opportunités à saisir. Donc allons-y. Toujours dans l'humain, c'est notre rapport à nous-mêmes et aux autres que Solène, facilitatrice, formatrice et comédienne, nous partageait dans l'épisode 46, Embarquer son écosystème. C'est souvent difficile de se sentir porté par une mission, en fait, l'urgence écologique, ça peut rendre fou. La dissonance aussi qu'on peut rencontrer dans les organisations, c'est quelque chose de très violent. Je trouve que les exemples qui m'ont beaucoup inspirée, ce sont des dirigeants notamment que j'ai rencontrés à la Convention des entreprises pour le climat, ou alors des personnes que j'ai rencontrées dans mon écosystème et qui font partie de la Green Team, qui sont à la fois conscients de l'environnement et de l'urgence, mais qui arrivent à parler depuis eux-mêmes ou depuis elles-mêmes, sans projeter des injonctions. Il faut changer, il faut aller vite, il faut faire ci ou ça. Et ça, je trouve que c'est puissant, parce que ça évite le retour de bâton qui fait que le système se retourne contre nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir en tête pour éviter une sorte de burn-out écologique qui consiste à toujours s'agiter et aller contre le système, ce qui peut être très très fatigant. On continue avec Mathilde de Ma Petite Planète. On a parlé de se challenger entre collègues sur l'écologie dans l'épisode 43. Son conseil se base, sans surprise, sur la force du collectif.
Je leur dirais d'en parler, en parler, se réunir. Et je pense qu'en fait, c'est avec ces collègues que ces personnes, que vous êtes les mieux placés pour identifier quels sont les freins, quels sont les blocages, quelles sont les choses qui pour vous ne tournent pas forcément rond, que vous avez envie de faire bouger au sein de votre entreprise. Parlez-en et essayez d'identifier ces problèmes-là. Et peut-être, nous, ce qu'on aime bien proposer généralement, c'est une petite matrice sur laquelle, en ordonnée, on mettrait le degré de difficulté d'implémenter cette solution. Et puis en abscisse, le fait que ce soit plus ou moins impactant pour la planète. Et donc, en fonction de ces deux axes-là, essayez de voir parmi tout ce que vous avez identifié, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à votre échelle, qu'est-ce qui peut être mis en place mais qui va nécessiter d'avoir du renfort d'autres départements ou alors l'implication de la direction. Voilà, c'est vraiment ça que je conseillerais. Réunissez-vous et essayez de trouver des solutions ensemble. Même dans l'épisode Agir en tant que commerçant, Thomas, gérant d'une pharmacie, avait à cœur de mettre l'humain avant tout. L'importance de ne pas penser seul. Et même si c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple celui-là, toute la RSE, on a besoin de son équipe et ça nous fera avancer d'avoir un regard déjà différent. Et même si ça va pas dans le même sens et que on aimerait en tant que chef d'entreprise pouvoir décider et puis aller dans la direction A, mais si derrière toute l'équipe voudrait aller dans la direction B, ça va être très très difficile. Donc, faut peut-être trouver une autre destination. Et puis l'importance aussi d'accepter de lâcher un peu l'aspect uniquement économique qui obsède un peu le chef d'entreprise, qu'on peut pas faire que des choses toujours rentables, on peut pas penser toujours qu'à la rentabilité économique, et que c'est bien aussi d'aller vers d'autres choses qui sont utiles ou qui ont du sens pour nous, et d'arrêter un peu aussi avec beaucoup de mauvaise foi. Je suis quand même dans une profession, enfin en tout cas sur la partie chef d'entreprise de la pharmacie d'officine. L'officine est une structure qui est très rentable d'un point de vue économique. Donc quand j'entends systématique la critique en disant que c'est difficile, etc., ils ont peut-être oublié qu'ils ont été salariés et puis le salaire qu'avait le salarié, ou ils ont peut-être oublié qu'il y avait d'autres personnes sur cette planète qui avaient plus de difficultés qu'eux, et voilà. Donc voilà, lâcher un peu l'économique, je pense que ça c'est prioritaire. Puis, de toute façon, si on le fait pas, on n'ira pas vers la RSE, parce que effectivement, ça prend du temps. Effectivement, qu'est-ce que je vais m'embêter avec des savons sans savon, alors que je peux vendre classiquement, des savons sans emballage, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec ça? Je vendrais tout aussi bien mes brosses à dents qu'ils ont l'habitude d'acheter mes clients, quoi. Ça, c'est un conseil. Et enfin, qui de mieux que nos amis de l'association Les Collectifs pour clore cette partie sur le lien humain et la coopération? Dans l'épisode 37, Alexis nous conseillait évidemment d'échanger, de parler. Et puis Pauline, qui témoignait avec lui, nous propose une ouverture sur ce qui nous rend heureux. Et je crois que ça conclura parfaitement cette série de témoignages. Je dirais que si jamais vous êtes dans une situation ou dans l'entreprise où vous avez l'impression d'être dans une situation de dissonance, c'est-à-dire que vous vous dites « je vais travailler mais ça n'a pas sens pour moi », ne gardez pas ça pour vous, quoi. Trouvez les moyens dans l'entreprise de faire advenir finalement le monde dans lequel vous croyez, l'activité dans laquelle vous croyez pour l'entreprise, et ne restez pas seul, entourez-vous. Donc le premier, ça serait ça, vraiment de s'écouter soi-même, et le deuxième, ça serait de s'ouvrir aux autres. Et pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients qui sont hyper puissants dans notre capacité à transformer les entreprises et à construire des nouveaux imaginaires dans lesquels on est tout simplement heureux, quoi. On est dans des sociétés où on a l'impression que les mauvaises nouvelles sont là tout le temps. Il est temps qu'on se parle entre nous et qu'on construise des bonnes nouvelles parce qu'on en a les moyens, et y compris dans le monde professionnel, qui est un monde où généralement c'est un peu poker face, chacun y va avec son masque en essayant de cacher ses émotions. Je pense que le temps est venu finalement d'être un peu plus soi-même en entreprise aussi, quoi. Et Alexis, tu parlais d'être heureux en entreprise. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur en parallèle de tout ce qui est écologie, c'est la psychologie positive, donc la science du déploiement optimal de l'être humain, que ce soit sur les sujets de bonheur, de motivation, de bien-être, de santé.
Et donc, j'invite les auditeurs, auditrices à se poser la question de ce qui les rend vraiment heureux, de quelle force ils aiment utiliser chez eux, quelles sont les qualités qu'ils aiment utiliser. Ça peut être la créativité, ça peut être de motiver les autres, ça peut être d'étudier en profondeur, d'apprendre plein de choses. Bref, donc qui se posent la question de ce qui les anime, ce qu'ils aiment faire et comment ils peuvent utiliser ces forces de caractère au profit ça peut être de leur collectif d'entreprise, ça peut être au profit d'une association, ça peut être au profit de quelque chose qu'ils créent eux-mêmes. Mais cette espèce d'introspection de tiens, mais qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me donne du bonheur, et finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, et dans cet accomplissement-là, comment je vois ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant cet été, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant les prochaines années, et puis à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, c'est quoi qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants ou mes proches disent de moi, de qui j'étais et de ce que j'ai accompli. J'aime bien m'imaginer que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mes proches puissent dire oui, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle a fait ça, ça, ça. Et quels sont les points de lumière qu'on a envie de créer dans notre vie pour nous-mêmes, pour être alignés avec nous-mêmes, puis pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, puis aussi pour les personnes, pour la planète. Et voilà. Un immense merci à tous les invités du podcast sur l'année 2022 pour vos partages, vos conseils et l'inspiration que vous nous donnez. J'en profite pour remercier une autre personne que vous avez entendue cette année sur le podcast, et pas qu'un peu, c'est Océane de l'agence Greenscale, avec qui on a enregistré 1/3 des épisodes de l'année. Un énorme merci à toi Océane pour ton énergie, ta disponibilité, pour les explications et la méthode sur chaque sujet RSE qu'on a abordé. Océane, elle nous a aussi ouvert son carnet d'adresses pour trouver des invités pertinents à interviewer. Donc encore une fois, un grand merci. En 2022, il y a aussi eu des épisodes solo, où je vous ai parlé de mes expériences, je vous ai partagé mes connaissances. Donc par exemple, il y avait le dernier épisode de l'année, l'épisode 48, pour choisir une entreprise dans laquelle s'engager pour l'écologie. Numéro 42, ma routine écolo au boulot, où je vous ai embarqué avec moi sur une journée pleine d'astuces. L'épisode 38, pour vous aider à choisir entre déserter l'entreprise ou bien résister en interne. C'était au moment de la fin d'année où tous les diplômés appelaient un peu à déserter les entreprises classiques. Il y a eu l'épisode 34 pour définir votre profil écolo au boulot. Et on termine avec un des premiers épisodes de l'année, le numéro 31. C'était sur changer le comportement de ses collègues grâce au nudge, et c'était un épisode qui vous a beaucoup plu. Donc si vous ne l'avez pas écouté, c'est un que je vous conseille particulièrement. Enfin, vous avez entendu aussi quelques épisodes particuliers cette année, notamment l'Afterwork en 2050. C'était un épisode hors série avec Océane cet été, pour vous plonger vers un futur désirable du travail, une ville désirable en 2050, en disant que ça y est, on a atteint la neutralité carbone, comment on vit à cette époque-là, et c'était l'épisode 41. Et juste avant ça, l'épisode 40, c'était un retour collectif sur les rencontres de l'écologie et du travail qui ont eu lieu pour la première fois cette année à Paris, c'était en mai 2022. Et c'est un épisode sous forme de micro-trottoir auprès des participants qui partagent ce qu'ils ont retenu. 2022, c'était donc une belle année de podcast, mais 2023 s'annonce tout aussi intéressante et excitante, donc j'ai hâte de partager avec vous 2 prochains sujets. Merci beaucoup pour votre confiance et de suivre le podcast. Vous êtes une grande part à être abonnés, d'ailleurs ça me fait extrêmement plaisir, j'ai vu ça dans les statistiques Spotify, et donc voilà, ça me fait plaisir, et en plus ça vous permet de ne louper aucun épisode, donc c'est aussi quelque chose que je conseille. On se retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode sous format interview. En attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et surtout grâce à la newsletter, dans laquelle je m'attache à vous transmettre toujours plus de valeurs et de conseils utiles une fois par mois. Les liens sont dans la description de cet épisode. Merci et à bientôt. Ciao!